Bonjour tout le monde, bienvenue à la Mentalité verte. Cette semaine à l'émission, on discute de guerre, de paix et de alliance militaire internationale avec Jad Kabanji, le président du Mouvement québécois pour la paix. Bienvenue à la Mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité verte. Aujourd'hui, on reçoit le président du Mouvement québécois pour la paix, Jad Kabanji. Monsieur Trudeau a décidé unilatéralement, sans consulter le Parlement, de participer à la campagne de bombardement contre le Yémen. Quelqu'un qui a milité très fort pour la paix au Québec depuis plusieurs années. Il a fait un doctorat en histoire de l'Université de Montréal avec le professeur Samir Soul, quelqu'un qui est très connu du mouvement pour la paix. La thèse de son doctorat portait sur les relations pétrolières entre l'Algérie et la France. Il est né au Liban, il habite au Québec depuis 1991, quelqu'un qui est très, très impliqué. Donc, c'est un plaisir de te recevoir, Jad. Comme vous êtes président du Mouvement québécois pour la paix, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'organisation, la mission et les valeurs de l'organisation? Merci beaucoup, Alex. Tout le plaisir est pour moi. Et merci pour cette présentation et pour m'avoir invité à ton podcast. Le MQP a été créé au départ un peu de manière informelle. Plusieurs individus qui ont remarqué que il manquait un mouvement réellement anti-impérialiste au Québec. Ça, c'est en 2017, donc le groupe, le MQP a eu un début pas très structuré. Disons, les débuts plus structurés du MQP datent de 2022. C'est là où on a eu notre première assemblée générale et on en a eu une autre l'année dernière. On est enregistré maintenant, on a un membership des membres qui payent une cotisation par année. En ces temps plus qu'incertains, je tiens à lancer un appel à toutes celles et ceux qui sont pas encore membres du MQP à rejoindre notre organisation. Ce n'est qu'en rassemblant toutes les composantes de l'anti-impérialisme dans le respect de leur diversité qu'on peut créer un rapport de force capable de faire flancher les va-t-en-guerre. On a des groupes qui sont affiliés au MQP et on a des réunions plénières à tous les mois depuis plus ou moins 2 ans. Donc ça, c'est au niveau organisationnel et au niveau de la structure et de l'enregistrement officiel du MQP. Après, pour les valeurs du MQP, donc, on peut dire que le MQP milite dans 2 axes. Premièrement, puis ça c'est peut-être c'est la raison d'être, disons, du MQP, c'est un seul mot d'ordre, c'est Canada hors de l'OTAN. Donc ça, depuis la création, depuis 2017, c'est un mot d'ordre qui revient tout le temps, dans la mesure où pendant plusieurs décennies, on n'en avait pas de groupe dont le mot d'ordre premier était Canada hors de l'OTAN. Donc ça, c'est pour la politique générale du Canada. Après, on est aussi un mouvement très impliqué dans la solidarité internationale. Le NQP tient à exprimer ici sa pleine solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour son autodétermination. Solidarité. Donc tout ce qui est lutte de détermination nationale ou
contre les interventions étrangères, par exemple en Haïti ou en Amérique latine, pour ce qui est du Canada plus spécifiquement, et aussi pour une paix, pour la paix plus globale. Donc tout ce qui est, on lutte également contre tout ce qui est provocation du Canada et des puissances occidentales dans le monde, notamment contre la Chine et très dernièrement contre la Russie avec la guerre contre la Russie par Ukraine interposée. Donc ça c'est les deux axes. Globalement, puis bien entendu, ces derniers mois, on est à l'avant-scène des mobilisations en soutien au peuple palestinien et pour dénoncer le rôle du Canada et le soutien du Canada à Israël dans son génocide qu'il commet depuis octobre de l'année dernière contre le peuple palestinien. Donc ça, c'est en général, disons, les campagnes du MQP. Super. Écoute, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je suis membre du MQP, donc tu sais, ça me rejoint beaucoup là, les valeurs. Puis, ce que j'aime beaucoup avec le MQP, c'est que ça critique la politique étrangère du Canada. Puis, moi, je trouve, tu sais, comme citoyen canadien ou comme personne qui habite au Canada, que bien souvent, du moins dans le mainstream, les gens ont tendance à critiquer d'autres pays, les actions de d'autres pays comme la Russie ou Israël, mais on dirait que le mouvement pour la paix en général, ose pas trop critiquer le Canada parfois. Pourtant, le Canada est une voix très agressive dans le monde, que ça soit pour le conflit avec la Russie ou même le soutien du Canada envers l'Israël. Le Canada, c'est une voix pour l'armement et pour l'escalade. Canadians know this is a question of right or wrong. Canadians know that, yes, it is incredibly hard for Ukraine to continue to stand against a Russian aggression. And let's be honest, it's hard for the democracies around the world who are there to support their citizens, who are investing for the future, who are challenged with a challenging economy around the world to continue to step up as Canada has with close to $9 billion in aid for Ukraine. But we will, because the cost on Canadians, on our lives, on our world will be so much greater if Putin wins this war that we will and have to stand every single day until Ukraine wins this war. What is Canada's position on South Africa's case at the ICJ on Israel committing genocide in Gaza? Our wholehearted support of the IGA and its processes does not mean that we support the premise of the case brought forward by South Africa. Hamas terrorists aren't a resistance. They're not freedom fighters. They are terrorists, and no one in Canada should be supporting them. Selon ton expérience, quelles est les différentes lignées de pensée dans le mouvement pour la paix en général au Québec face à l'OTAN? Comme je disais, le MQP a été créé en 2017 justement parce qu'il y avait un vide sur la question de l'OTAN et de la sortie du Canada de l'OTAN. Disons qu'on a remarqué une évolution depuis quelques années, et surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a de plus en plus de groupes qui commencent à parler de l'OTAN. Et ça, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est vraiment ça. On a senti cette évolution-là depuis quelques années. Et on peut dire c'est un peu aussi grâce à nous là, parce qu'on est quand même c'est notre mot d'ordre principal. Et à travers toutes les actions qu'on fait, toutes les manifestations, tous les rassemblements, toutes les présentations, on met de l'avant ce slogan tout le temps. Canada hors de l'OTAN. Mm-hmm. Il faut aussi voir que
La présence du Canada à l'intérieur de l'OTAN fait également partie du système impérialiste, qui est un système mondial. Et j'aimerais expliquer un peu qu'est-ce que l'impérialisme, parce que des fois il y a confusion. Et pour nous, en tout cas au MQP, l'impérialisme, c'est le pouvoir des monopoles. Mm-hmm. Et l'OTAN, c'est le bras armé des monopoles occidentaux, donc dans le monde. Et le Canada, par exemple, sa politique économique, elle est complètement imbriquée avec l'Occident à travers les multinationales. Pour donner un chiffre, par exemple, selon les chiffres de Statistique Canada, il me semble, en 2016, 1% seulement des entreprises canadiennes étaient des multinationales. Par contre, ces multinationales contrôlaient 67% de l'économie. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire ici. Là, c'est l'impérialisme. Donc, c'est le pouvoir des monopoles, et l'OTAN, c'est le gardien de ces monopoles, de ces sociétés monopolistes, ces trusts à l'étranger, qui visent toujours l'expansion. Et donc, dernièrement, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de conflits, ils sont entrés en concurrence avec d'autres pays qui également veulent prendre leur place dans le monde. Là, je pense bien entendu aux pays émergents et notamment les BRICS. Exact. Puis pour les gens qui connaissent pas nécessairement autant que toi l'OTAN, je pense que c'est important de rappeler là, que l'OTAN oblige les pays membres, dont le Canada, de dépenser des sommes exceptionnelles là, sur l'armée et les armements. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Oui, écoute, pour faire une histoire courte là, et un peu pour segmenter, si on veut, l'histoire de l'OTAN. L'OTAN a été créée en 1949, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et ça a été créé spécialement pour contrecarrer l'URSS. Donc l'URSS, c'est le bloc de l'Est qui venait de se constituer. En faisant ça, c'était aussi, et comme je l'ai dit précédemment, c'était la manière pour l'Occident de maintenir la mainmise des monopoles occidentaux sur la planète. Sachant qu'à l'époque, on avait encore des colonies sur les quatre coins de la planète. Ça, c'est en 49. Donc, de 49 à 91, qui est la date de la dissolution de l'URSS, l'OTAN n'a pas eu une intervention directe. Et ça, c'était pour une raison, c'est parce qu'il y avait l'URSS et il y avait le pacte de Varsovie qui faisait face à l'OTAN. Donc, s'il y avait une intervention directe de l'OTAN, quel que soit l'endroit dans le monde, il y aurait en conséquence, le pacte de Varsovie allait également intervenir, puis là, on rentrait dans une troisième guerre mondiale. Ouais. Donc, c'est pour ça que le rapport de force jusqu'en 91 faisait en sorte que l'OTAN est resté dans un mode passif. Ceci dit, même si l'OTAN n'est pas intervenue, on sait très bien que les États-Unis sont intervenus pendant ce temps-là un peu partout dans le monde, la France également, et j'en laisse pour d'autres pays occidentaux qui sont intervenus. À partir de 91, là, les choses changent. Donc, il n'y a plus l'URSS en face. Le pacte de Varsovie a été dissous. Donc, on se dit, pourquoi il y a encore l'OTAN? Et c'est là où on voit que la mission principale de l'OTAN, c'est la défense des intérêts des monopoles. Et donc, à partir de cette date-là, c'est là où on a des interventions directes de l'OTAN. Donc, premièrement, dans les années 90, on pense bien entendu à la Yougoslavie,
qui, soit dit en passant, en avril, on est au mois d'avril là, on va fêter, on va pas fêter, on va commémorer, les tragiques bombardements de 1999 qui ont fait plus d'1 millier de morts et qui ont détruit une bonne partie de l'infrastructure de la Yougoslavie qui maintenant est la Serbie. Ça, c'était dans les années 90. Dans les années 2000-2010, il y a eu aussi des interventions. La plus connue, et là où le Canada a participé, c'est celle en Afghanistan à partir de 2001. Mais on pense également à la Libye en 2011, où suite à l'intervention de l'OTAN et à la chute du gouvernement de Muammar Kadhafi, le pays est tombé dans le chaos et a déstabilisé toute la région autour. Donc ça, c'est pour la brève histoire là. Et bien entendu, depuis 2022, l'implication de l'OTAN aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Mais ça, peut-être on y reviendra un peu plus tard. Mais pour répondre donc là à ta question concernant le budget, donc depuis sa création, c'est les Américains qui financent une bonne partie du budget de l'OTAN. Néanmoins, et dernièrement, crise économique oblige, les États-Unis veulent obliger les membres de l'OTAN à payer ou à financer à coût de 2% de leur budget, que 2% de leur budget soit consacré à l'armée. Ce qui n'est pas encore le cas au Canada. Et c'est-tu 2% du budget ou 2% du PIB? Parce que le PIB serait encore plus élevé que 2% du budget du gouvernement. Excuse-moi, c'est ça, c'est 2% du PIB, bien sûr. Ouais, fait que c'est des sommes astronomiques. Exactement, c'est une somme de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ça c'est certain. Et même si le Canada n'a pas encore atteint, durant tous les derniers budgets, le budget de l'armée, on voit que le budget de l'armée augmente. Et ça c'est préoccupant. Ça c'est très préoccupant. Et pendant ce temps-là, alors que il a déjà envoyé près d'1 milliard de dollars à l'Ukraine, un peu plus d'1 milliard de dollars en armement, et qu'il a promis 13 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine, nos services sociaux se détériorent. On voit très bien autour de nous que les soins de santé, c'est en train de tomber en ruine. Les logements, le logement, j'en parle même pas. On est dans une crise jamais vue de logement, surtout à Montréal, ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'itinérance. Et bien entendu, je vais parler un peu d'un domaine que tu connais probablement mieux que moi, mais également la crise écologique. Donc, il pourrait y avoir, tout cet argent pourrait être mis dans des programmes sociaux ou investi dans le social, donc dans des institutions qui sont là pour le bien-être du collectif. Mais non, on envoie l'argent plutôt dans la guerre et c'est ce qui est grave. Donc la conséquence de ça, c'est aussi de nous préparer à quelque chose de un conflit généralisé. C'est là où on doit absolument s'opposer, parce que s'il y a conflit généralisé, il y a bien entendu un très grand risque de destruction de la planète, surtout à l'ère du nucléaire.
Exact. Puis c'est ça qui moi me préoccupe personnellement, c'est l'escalade de l'OTAN dans le conflit avec la Russie. On le voit depuis le début, depuis même avant l'invasion russe. La vice-présidente des États-Unis est allée à l'Ukraine en disant mais on voit un membership pour vous dans les prochains mois ou les prochaines années. Évidemment, la Russie, là, tu sais, pas très favorable à ça du tout. L'idée de voir un autre pays sur sa frontière rejoindre l'alliance. Puis surtout, tu sais, la clause, je pense que c'est numéro 5 de l'OTAN qui fait en sorte que un attaque sur un pays, c'est une déclaration de guerre automatique de tous les pays de l'OTAN. Fait que la Russie, qui avait quand même des gens russes dans l'Ukraine, qui étaient en guerre civile avec l'armée ukrainienne, si l'Ukraine aurait passé comme membre de l'OTAN, la Russie aurait pas pu intervenir pour venir à l'aide de ces gens russes là dans l'est de l'Ukraine. Puis depuis l'invasion, mais on voit que l'OTAN, on dirait, c'est une guerre de procuration. Ils essayent d'envoyer des armements, mais pas nécessairement assez pour gagner la guerre, mais pour affaiblir la Russie. Puis on a certains membres de l'OTAN comme le président français qui a dit dernièrement peut-être on va envoyer des troupes. À mon avis, ça devient de plus en plus dangereux d'avoir cette alliance militaire-là, et c'est pour ça que j'apprécie le travail du MQP là, de sortir le Canada de l'OTAN. Quel serait votre point de vue là, sur la guerre en Ukraine, puis le rôle que l'OTAN a joué dans l'escalade? Ben, c'est ça. Donc, venons-en à la guerre en Ukraine, qui est le dernier épisode malheureux des interventions, des innombrables interventions de cette alliance militaire. Pour moi, les origines de ce qui se passe en Ukraine, ça date de tout de suite après la dislocation de l'URSS. Après la dislocation de l'URSS, donc en 1991, l'OTAN, qui en 1991 était formée de 12 membres originalement, s'est petit à petit étendu aux autres membres de l'ancien bloc de l'Est, donc de l'ancien pacte de Varsovie, et qui se trouve à la frontière de la Russie. Donc ça déjà pour placer le contexte. Après, on a l'événement de 2014. Donc, en 2014, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un coup d'État en Ukraine, ce qu'on appelle le coup de Maïdan, ou ce que les Ukrainiens et la presse occidentale a appelé communément la révolution de Maïdan. Mais pour nous, c'est réellement un coup d'État. Donc, à partir de 2014, où on voit un président certes corrompu, mais qui avait le soutien également des populations russophones de l'Est, donc qui a mis en place un régime anti-population russe, un régime formé en partie de néo-nazis, ou en tout cas qui a favorisé l'émergence et le renforcement des éléments fascistes et anti-russes à l'intérieur de l'Ukraine. Et il y a eu un début de guerre civile entre les régions russophones et le nouveau régime anti-russe. Ce qui a suscité la première intervention de la Russie. Donc avec l'annexion de la Crimée, par exemple, et la mise en place des territoires autonomes de Donetsk et Luhansk. Donc ça, c'est jusqu'en 2014. Après arrive, bien entendu, l'invasion russe de 2022, qui est une invasion qui, certes, a été condamnée par le Conseil pas le Conseil de sécurité, mais par l'Assemblée générale de l'ONU, à très grande majorité. Mais néanmoins, c'est une invasion qui a été provoquée. Et depuis 2022, depuis février 2022 plus exactement,
les milliards de dollars en armement sont envoyés par les forces de l'OTAN à l'armée ukrainienne pour, comme tu l'as dit très justement, pour qu'ils entretiennent un conflit dans le temps, pour qu'ils, comme on dit en termes militaires, pour qu'ils saignent la Russie et qu'il n'y ait pas d'issue à ce conflit. D'ailleurs, les forces de l'OTAN, et bien entendu à leur tête les Américains, ont toujours refusé quelques négociations avec la partie russe. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on sait que s'il y a négociation, il va y avoir résolution du conflit. Ouais. Donc voilà, ça c'est la situation jusqu'à maintenant. Après, on sent aussi qu'il y a, et de la part de l'Ukraine, un essoufflement de la population, donc qui commence à être fatiguée par plus de 2 ans de guerre et une mobilisation tout azimut de la population pour servir l'effort de guerre. Mais également, il y a aussi un mécontentement de la part des populations européennes, notamment des agriculteurs qui se sont soulevés massivement au cours des dernières semaines, des derniers mois en Europe. Et ça, entre autres, pour une raison, parce que il y a des produits agricoles qui arrivent dans tous les pays de l'Union européenne sans tarif douanier. Donc, il y a un dumping qui est en train de se faire pour aider l'effort de guerre ukrainien. Puis ça, les populations sont de plus en plus défavorables, en tout cas, à cette situation, surtout avec l'aggravation de la crise économique partout dans le monde. Oui, une chose qui semble nuire aux efforts de guerre de l'Ukraine, c'est le manque de soutien financier là, des États-Unis avec le 60 milliards là, qui est barré par le Congrès. Puis, tu sais, je voulais te demander là à propos de la politique américaine parce que moi, évidemment, je suis pas quelqu'un qui appuie Trump, là, tu sais, puis je veux pas lui donner une crédibilité, mais Donald Trump, il parle fort contre l'OTAN. Said very boldly, you could end this Ukrainian-Russia war in 24 hours. Yeah. How? I would tell Putin, gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle. I would tell one, you're gonna load up with money. I'd tell the other, you're not gonna get any money. I would get a settlement in 24 hours. Now, it should have never happened. You have thousands, hundreds of thousands of dead people right now, hundreds of thousands. You have cities that are obliterated. I don't know if you've ever seen the cities after they finish with the rockets. You have cities with no buildings standing. It looks like just a demolition zone. It's so horrible. Bad. And, you know, and then they'll say 2 people were hurt. No, hundreds of people and thousands of people were killed. You're going to find out when this whole thing is over that the number of people killed is far greater than they tell you. They're not telling you the truth. Many, many thousands, hundreds of thousands of people are dying. These cities are being obliterated. And basically they say, what's your stance? Are you for Russia or are you for... I'm for one thing very simple. I want to stop people from getting killed. Il dit que même les États-Unis pourraient quitter l'OTAN, évidemment, comme groupe qui milite pour que le Canada quitte l'OTAN, tu sais, ben c'est pas mauvais d'entendre qu'il y a un soutien vers le retrait de l'OTAN du bord des États-Unis. Étrange que ça vienne de la droite et non de la gauche, qui semble, tu sais, du côté démocrate, appuyer l'OTAN, puis appuyer l'escalade sans contrôle. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. America is a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. We're going to stand up. Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen.
Fait que, qu'est-ce que tu penses de cette position de Donald Trump? Puis, tu sais, j'avais été déçu quand que, tu sais, Donald Trump, il disait, ben, écoute, les autres pays, vous payez pas votre 2% de PIB, là, dans les dépenses militaires. Donc, tu sais, la Russie pourrait vous envahir, on s'en fout, on vous aidera pas. La réponse à ça, beaucoup de pays a été d'augmenter le budget militaire. Fait que, est-ce que les propos de Trump, là, contre l'OTAN sont quelque chose de positif, et c'est-tu sincère ou c'est pour être en opposition aux démocrates? Comment tu vois ça? OK, ben déjà, je pense qu'il y a beaucoup de postures dans les déclarations de Trump. Bien entendu, c'est un populiste, et un populiste va aller dans le sens du peuple. Donc, il sent que il peut y avoir de plus en plus de critiques contre l'OTAN, et donc il va dans ce sens-là. Après, Trump, ça, il faut pas s'y tromper. Si Trump, il est contre l'OTAN, il n'est pas contre d'autres alliances impérialistes. Ouais. Si c'est comme le veut Trump, se dégager de l'OTAN pour créer une autre alliance impérialiste, eh bien nous, au MQP, on a déjà dit non. Parce que nous, notre nouveau slogan depuis notre dernière assemblée générale, c'est contre l'OTAN, mais aussi contre toute alliance impérialiste. Parce qu'on voit venir cette possibilité-là, par exemple. Si Trump prend le pouvoir, ici, par exemple, au Canada, ce qui est très plausible également, les conservateurs prennent le pouvoir ici, il pourrait y avoir, peut-être, ça c'est très hypothétique, une volonté de sortir de l'OTAN, mais aussi une volonté de créer une autre alliance impérialiste. Voilà, ce serait quoi la différence avec cette alliance-là? Les termes de l'alliance, les pays même? Non, justement, toi tu l'as évoqué, c'est la question par exemple des 2%, tu sais, du financement, par exemple, une refonte avec un nouveau financement. Mais donc voilà, il pourrait y avoir. Puis là, c'est très hypothétique parce que on n'est pas encore rendu là. Mais tout ça pour dire que si c'est pour se dissocier de l'OTAN, mais en même temps vouloir la guerre par d'autres moyens, ouais. Nous, bien entendu, on est contre. Parce qu'il faut se rappeler aussi que c'est Donald Trump qui a failli embraser tout le Moyen-Orient en 2020 avec l'assassinat du général Soleimani en Iran, par exemple. Ouais, c'est lui qui a été un soutien inconditionnel de l'extrême droite israélienne et qui était également qui a mis la pression sur certains pays arabes, bon, qui n'étaient pas mécontents non plus, soit dit en passant, pour signer une paix avec Israël qui n'incluait pas les Palestiniens, ou qui n'envisageait même pas le règlement de la question palestinienne. Ouais. Donc, oui, Trump peut avoir un discours qui peut sembler être antimilitariste, mais on n'est pas dupe, et on sait très bien que c'est pour faire la guerre, mais d'une autre manière. Ouais. Mais on dirait que autant aux États-Unis qu'au Canada, la droite, elle semble plus chaud à l'idée de confronter la Chine, puis le centre-gauche, je veux dire des libéraux, puis les démocrates sont plus pour confronter la Russie. C'est comme si on aurait à choisir en deux ennemis. Il n'y a pas personne là-dedans qui est contre toutes les guerres. Oui, non, mais ça c'est vrai. Après j'en viens maintenant à cette gauche, comme tu disais, qui est représentée par les démocrates. Après, bon, est-ce qu'on peut parler de gauche? Moi, en tout cas, je parle. Tu sais, je définirais un peu plus, c'est la gauche libérale, disons. Ouais. Ou la je gauche. pense pas que les démocrates, c'est la gauche. C'est ça. Tu sais, je pourrais rajouter qu'aux États-Unis, il y a quand même une candidate du Parti vert à la présidence qui s'oppose à l'OTAN, qui est contre la guerre, contre toutes les guerres, voilà. Jill Stein. Fait. So we're here today, not just to rage against the war machine. We're here to dismantle the war machine. Because it is hurting us all,
No one more than the people of Ukraine, who are the cannon fodder in this superpower proxy war. We need a movement to overcome the powerful special interests behind the war machine, the war profiteers, the fossil fuel barons, the health insurance barons who are profiting from the carnage. Il y a quand même cette gauche-là, mais c'est très petit, hein. C'est pas mainstream du tout. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis d'ailleurs, moi, je voudrais lancer une critique de la gauche aussi, parce que la gauche, depuis 1991, si on veut pas aller un peu plus loin, même en arrière, a négligé les questions de guerre, a négligé la question de l'impérialisme. Et elle s'est cantonnée pour aborder ces questions-là sous l'angle de l'humanitaire. Donc, c'est comme si elle dit, faites la guerre, nous, on s'occupe des conséquences de la guerre. Mais il faudrait pas qu'elles soient trop graves, ces conséquences. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive aussi à une impasse et on arrive également à quelque chose de complètement absurde. Si on aurait pensé à ça il y a quelques décennies en arrière, que la droite soit celle qui a le discours, on reste bien entendu au niveau du discours, contre l'OTAN. Ouais. Parce que ça a été complètement évacué par une bonne partie de la gauche qui a très bien accompagné le système néolibéral au cours des dernières années. Puis c'est pourquoi ça, tu sais, parce que évidemment, moi, je suis à gauche, je critique l'OTAN ouvertement dans les médias et tout ça, mais j'ai reçu beaucoup de critiques pour ça. Puis, tu sais, si on regarde en politique canadienne au fédéral, tu sais, Jack Meeting puis le NPD, ils n'ont pas critiqué l'OTAN sur l'Ukraine, ou du moins très, très peu. Ils ont soutenu. Comment? Au contraire, ils ont soutenu l'intervention de l'OTAN. Exact, avec enthousiasme. Puis même le Parti vert du Canada, ils sont pour l'OTAN, ils sont pour l'affrontement avec la Russie. Fait que comment se fait-il que la droite est en train de quasiment mieux encadrer, du moins dans le mainstream, le discours anti-OTAN que la gauche? C'est quoi le problème avec la gauche là-dessus? Mais tu sais, c'est un peu comme je disais. Après, si on va aller plus loin aussi, c'est que moi je considère, tu sais, la gauche, elle a abandonné la question plus générale, même si je veux dire, elle n'a jamais été, en tout cas dans sa totalité, anti-impérialiste, mais en tout cas, tu sais, des questions pacifistes, hein, tout simplement. Et on avait des courants très pacifistes au sein de la gauche jusqu'à il y a quelques décennies. Donc, elle a abandonné ça. Et elle a créé un gouffre. Donc, elle a créé un vide dans lequel c'est très bien inséré la droite populiste, encore une fois, parce que parmi les populations laborieuses en Occident, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, il y a une préoccupation concernant la guerre. Et c'est pour ça que la droite utilise cette question-là. C'est qu'ils savent que les populations, en tout cas les masses populaires, si on veut parler plus largement, sont inquiètes par cette ambiance militariste et cette situation qui nous pousse de plus en plus vers une confrontation. Voilà. Puis aussi, c'est là où également, si on veut aller encore plus loin, c'est dire, finalement, est-ce que la gauche n'a pas délaissé des segments de la population? Après, bon, ça c'est un autre débat et ça sort un peu du registre du mouvement québécois pour la paix, mais on peut se poser cette question quand même. Ouais. Donc, et ça aussi pour répondre aussi à pourquoi la gauche a abandonné la lutte contre la guerre, tout simplement, pour être général. Ouais. Mais je pense que, tu sais, avec la guerre en Ukraine, une des choses que j'ai observées dans les médias, c'est que Radio-Canada, des choses comme ça, montraient comme des images de personnes qui manifestaient en soutien envers l'Ukraine et décrivaient ça comme des manifestations anti-guerre. Alors qu'à mon avis,
d'avoir des gens avec des pancartes, envoyons des troupes, bombardons la Russie. C'est pas une manif anti-guerre, c'est une manif pro-guerre. Puis, de côté anti-guerre, on dirait a été complètement effacé du discours médiatique. Ben ça, après, ça c'est on pourrait faire une autre émission tout entière sur la couverture médiatique de la guerre en Ukraine et plus largement l'accompagnement des médias de cette vague belliciste qu'on voit de plus en plus dans notre société. Mais ça, bon, est-ce que ça t'étonne, toi, que le Canada ou les médias de masse vont dans ce sens? Moi non plus. Donc, ceux que ça étonne, ils sont bien naïfs. Ouais. Mais je pense, moi, c'est l'ampleur qui m'a étonné, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'étais à l'école secondaire quand il y a eu le 11 septembre et tout ça, tu sais, puis les manifs contre la guerre en Irak, tu sais, on les a ressentis, puis de ce que je m'en souviens de cette époque-là, c'était quand même couvert dans les médias, alors que les manifs contre la guerre en Ukraine ne sont pas couverts. Puis même à Montréal, on a, tu sais, depuis une trentaine de fins de semaine, là, les manifs en soutien de la Palestine, très rarement des mentions dans les médias de masse. Fait que, l'information, je pense, c'est ça qui est difficile là, dans la lutte anti-guerre, c'est que le monde sont bombardés de propagande pro-guerre là, à la journée longue dans les médias de masse, puis le contre-narratif à ça, les contrepoints sont effacés. Fait que c'est dommage parce que on pourrait se dire que si, mettons, le Canada ou l'OTAN serait prêt à bombarder un pays, une superpuissance comme la Russie, que les gens comprendraient là, tous les détails du conflit, là, que il y aurait pris le temps d'écouter l'autre bord et dire que non, on n'est pas satisfait, on va bombarder. Mais au contraire, on dirait que c'est plutôt l'ignorance qui règne. Puis, moi, j'ai vu beaucoup de gens tenir des propos très violents, là, très pro-guerre, là, sans connaître les faits de base du conflit. Fait que, moi, je trouve ça épeurant. Puis, je trouve que les médias de masse, ils nous poussent un peu dans le sens de guerre continue, sans fin dans le monde. Fait que, en ce que je trouve ça dommage. Mais bon, on peut faire des choses pour s'y opposer. D'ailleurs, quelle sorte de gestes est-ce que le mouvement québécois pour la paix pose pour cette campagne pour sortir le Canada de l'OTAN? Oui, écoute, là, ça tombe bien que tu en parles là parce que on a justement une manifestation samedi prochain. Le 6 avril. Oui, le 6 avril. Donc, samedi, le 6 avril, place Normand-Béthune, Guy Concordia, à 14h. C'était un rassemblement pour marquer le 4 avril, donc les 75 ans de la création de l'OTAN. Donc à ce rassemblement-là, nous on va prendre la parole. Il y a d'autres groupes qui vont prendre la parole, très probablement toi. Je pense que tu confirmes ça. Puis il y a d'autres groupes. Ça se veut le début de la campagne plus générale et qui va se dérouler tout au long de l'année pour marquer les 75 ans de la création de cette alliance belliciste. Donc ça va commencer par un rassemblement, ça prendra d'autres formes, on a du matériel, tu me parlais des médias, comment il y a la propagande. Nous, à notre échelle, il faut essayer de contrer ça. On va diffuser des tracts. On a un tract, les 10 bonnes raisons de sortir de l'OTAN, qu'on peut trouver sur notre site internet. Ce samedi, on organise un rassemblement, place Normand-Béthune à Berry-UQAM à 14h. Bien sûr, nous, on va parler, le MQP, puis il y aura d'autres organisations, dont Alex du Parti vert qui va prendre la parole. Et pour tout ça, dénoncer les agissements de l'OTAN, mais aussi dénoncer le membership du Canada à l'intérieur de cette organisation. Ça va être le début de notre campagne annuelle pour marquer les 75 ans de la création de cette alliance militaire. S'en suivra d'autres actions et surtout, pour revenir sur la question des médias, malheureusement, nous, on n'a bien entendu pas les moyens, ni même l'ambition d'être aussi puissants que les médias de masse, mais on doit quand même faire notre travail
d'éducation populaire à notre manière. Puis donc, une grande partie de cette campagne-là sera de diffuser du matériel. On a déjà un tract qu'on distribue depuis quelques mois, qui est les 10 bonnes raisons de sortir de l'OTAN, qu'on peut trouver sur notre site internet. Donc, il y aura ça, il y aura des présentations, il y aura plusieurs activités. J'invite vraiment les gens qui sont intéressés, qui nous écoutent puis qui sont intéressés, à aller sur notre site web, sur notre Facebook, à aussi communiquer avec nous par l'entremise de notre courriel pour qu'on puisse les mettre sur notre liste de diffusion. On envoie en général des courriels pour mettre à jour nos activités. Toutes ces informations, on va les mettre en commentaire de cette vidéo. Voilà. Super. Écoute, Jad, je te remercie pour l'entrevue, puis pour ton implication au MQP aussi. Là, c'est toujours bien de voir que les gens ils s'impliquent pour la paix et pour opposer les alliances militaires telles que l'OTAN. Je pense que c'est quelque chose de très important pour la gauche et pour tout le monde au Québec et au Canada de s'intéresser à cet enjeu-là. Donc, on va le continuer de suivre. Je vais être là à la manif samedi le 6 avril, puis on continue la lutte. Et ça conclut notre épisode pour cette semaine à la Mentalité verte. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié le travail du Mouvement québécois pour la paix, de M. Kabanji et de tous ceux et celles qui militent pour la paix, pour une politique étrangère basée sur la compassion et la lutte pour la paix mondiale, le désarmement. C'est des valeurs qui sont très chères à moi-même et bien sûr au Parti vert du Québec. Je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à ce podcast, autant sur YouTube que sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts numériques. On a beaucoup de bons épisodes qui s'en viennent. Merci beaucoup. À la prochaine.